Bonjour, ici Martine Larose. Cette semaine, à l'émission, je reçois Joanne Poloskas, Charlène Goulet-Arbic ainsi que Mme Lisanne Grégoire. Bienvenue à Vitrine communautaire. Cette émission Vitrine communautaire vous est présentée à l'antenne de TVRL en association avec le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Bonjour à vous trois. Bonjour. Merci de venir nous parler de votre beau projet, Madame Grégoire. Alors, vous êtes présidente du Mieux-être à Laval. C'est un centre de ressources périnatales, c'est bien ça? C'est bien ça. Vous, Madame Poloskas, vous êtes accompagnante à la naissance. Oui, c'est bien. Et vous, Madame Goulet-Arbic, vous êtes nouvellement maman d'une belle poupoune de 10 jours. Oui. Alors, on va commencer avec vous. C'est un beau projet que vous avez développé depuis plusieurs années et qui va éventuellement voir le jour. Dites-nous, qu'est-ce que c'est votre nouveau centre que vous travaillez dessus? Bon, bien, un centre de ressources périnatales, c'est une entreprise d'économie sociale qui offre des services en périnatalité. Alors, en gros, notre mission, là, pour nous, c'est que la venue d'un enfant, pour des parents, que ça se passe de la façon qui soit la plus satisfaisante et la plus harmonieuse possible. Alors, comment on veut faire ça? Bien, c'est en leur offrant un accueil puis des services en périnatalité qui incluent aussi les services de sage-femme. Alors, vous vous êtes rendu compte qu'à Laval, il y avait un gros besoin. Et il y avait un manque où il n'y en avait pas de centre exactement comme ça. Exactement. Des centres périnataux, il y en a un à Saint-Eustache, il y en a à Terrebonne, il y en a à Montréal, mais à Laval, il n'y en a pas. Puis des maisons de naissance non plus. On en a une à Blainville, il y en a à Montréal, mais on n'en a pas à Laval. Alors, ça, c'est clair qu'il y a un besoin pour ce type de service-là. Alors, quel genre de service on va pouvoir retrouver? Bon, outre les services de sage-femme, il y a aussi des services d'accompagnement à la naissance. Donc, par là, on signifie bien clairement qu'il y en a pour tous les goûts. Alors, c'est pas seulement pour les femmes qui veulent accoucher avec des sages-femmes, mais aussi celles qui sont suivies par des médecins. On aurait des cours prénataux, du yoga prénatal et postnatal aussi, des ateliers divers et variés, là, par exemple sur le portage de bébés. Il y aurait des services professionnels aussi comme l'acupuncture, l'ostéopathie, les massages, la psychothérapie, peut-être la chiropratie aussi. Et tous ces services-là sont spécialisés pour la femme enceinte et se retrouveraient tous sous le même toit. Et le papa peut suivre aussi, j'imagine? Absolument. Il y aurait des ateliers spécifiques pour le père. Par exemple, dans un autre centre de ressources périnatales, on offre des ateliers percussion papa. Wow. Alors, papa-bébé, enfin. Donc, il paraît que c'est vraiment... les pères aiment beaucoup ça, puis ça favorise le développement du lien d'attachement. Puis, c'est aussi, là, c'est important de le mentionner, on veut que ce soit un milieu de vie que les gens peuvent s'approprier. Donc, un peu sur le modèle des maisons de naissance, puis aussi des centres de ressources périnatales, on veut que les gens se sentent très à l'aise d'investir les lieux comme si c'était dans leur maison. Donc, accès à la cuisine, au salon, à un centre de référence, une petite bibliothèque. Ils peuvent aller prendre une petite tisane après leur cours de yoga. On aimerait ça que le centre favorise le développement de nouvelles amitiés, de renforcer le réseau social. Parce que souvent, dans ce genre de centre-là, ce qui arrive, c'est que les femmes peuvent se rencontrer, les hommes aussi, mais on ne se le cachera pas, c'est beaucoup les femmes qui viennent là, pendant le congé postnatal puis tout ça. Donc, ils viennent allaiter leur bébé, partager ce qu'ils vivent entre elles, peuvent s'échanger des services, peuvent aussi déterminer entre elles que, coudonc, ça m'intéresse tel sujet, bon, on pourrait peut-être voir si on ne pourrait pas s'organiser un atelier là-dessus. Donc, on veut que la clientèle soit impliquée au premier plan, là, à tous les niveaux, incluant l'animation de la vie communautaire, la programmation des activités. Alors, il y a plusieurs volets à développer. Oui. Encore un autre, au moins 2 ans à travailler sur le projet pour que le centre puisse voir le jour exactement. Et vous allez être en collaboration avec ce centre-là parce que vous êtes accompagnante à la naissance. Et qu'est-ce qui vous a donné le goût de devenir accompagnante? J'ai dû subir une césarienne pour mon premier accouchement. Donc, pour le deuxième, je voulais m'outiller le plus possible et j'ai fait appel au service d'une accompagnante. Et puis, par la suite, j'ai beaucoup apprécié les services et par la suite, j'ai eu envie, moi aussi, de partager avec d'autres femmes ce plaisir-là que d'être accompagnée. Donc, depuis ce temps-là, j'accompagne moi aussi. Je fais de l'accompagnement à la naissance depuis presque une dizaine d'années. OK. Et vous êtes aussi instructrice, vous allez aussi probablement donner des cours de yoga dans ce centre-là. Selon vous, qu'est-ce que ça apporte à la femme de faire le yoga lorsqu'on est enceinte?
Bien, premièrement, bouger, hein, c'est déjà bon, le mouvement. Je pense que ce qui est le mieux pour la femme, ça serait vraiment d'être en contact avec son corps. Par le biais de la respiration, des mouvements, de revenir en contact avec la respiration, ça nous amène à nous préparer à l'accouchement, de mieux nous préparer à l'accouchement. Alors justement, expliquez-moi en détail qu'est-ce que c'est une accompagnante. Est-ce qu'on part dès le début de la grossesse et ça va jusqu'à après l'accouchement même, je pense? Oui, ça peut partir du début de la grossesse. Ça dépend quand les femmes ou quand le couple nous appelle, bien sûr. Un service d'accompagnement, l'accompagnement, c'est une rencontre avec un couple pour créer des liens, puis donner de l'information, puis les aider à se préparer à vivre un accouchement à l'hôpital. Mais je dis à l'hôpital parce que c'est la plupart du temps à l'hôpital. Ça arrive qu'on va en maison de naissance, mais c'est plus rare, oui. OK. Donc, on leur donne de l'information, eux autres se préparent, on crée un lien de confiance avec ces gens-là, puis qu'on va suivre jusqu'à l'accouchement. Donc, on va être avec eux au moment de l'accouchement. Qui est plus personnalisé que juste si la personne va rencontrer le médecin, c'est ça? C'est juste plus long, puis c'est d'autres choses aussi. C'est un autre genre de support. On ne fait pas un suivi médical. Il n'y a rien du tout médical? Non, pas du tout. Donc, les rencontres, c'est 1 heure à chaque fois à peu près? Bien, ça dépend. Là. Moi, j'ai fait 2 heures. Ah, 2 heures, OK. Ouais. Et vous échangez sur toutes les étapes que la personne va vivre au niveau de la grossesse? Exactement. On donne beaucoup d'informations là-dessus, puis on les aide, c'est ça, à préparer parfois un plan de naissance s'ils veulent en avoir un. Et on peut leur donner des petits conseils à côté aussi sur les médecines alternatives ou les diriger différentes. Vous me dites c'est 2 heures à chaque semaine, à chaque mois? Non, ben ça dépend. Hein. Chaque accompagnante fait un forfait comme elles adaptent leur forfait. OK. Donc, on les adapte aussi selon les besoins du couple. Par exemple, un premier bébé, je vais suggérer de faire 4 rencontres prénatales de 2 heures chacune. OK. Ah, seulement 4? Oui. Donc, on va se voir à un intervalle, mettons, peut-être au mois, aux 2 mois, dépendant. Si on est plus vers la fin de la grossesse, on va se voir aux semaines. OK. Ça va dépendre. On essaie de terminer ça avant 37 semaines. OK. Et une fois rendu à l'accouchement, vous assistez? Donc là, on suit les parents dans leurs besoins. C'est sûr que si la mère veut faire un peu de travail à la maison, à ce moment-là, on va aller à la maison si elle le souhaite. Ensuite, on va les suivre à l'hôpital pour toute la durée de l'accouchement. Et on va rester jusqu'à temps qu'ils soient installés habituellement dans leur chambre en postnatal. On va retourner à la maison en postnatal après les voir pour 1 ou 2 rencontres, dépendant encore une fois des forfaits de chacun et des besoins des parents. Et si la personne vous veut plus longtemps, bien, oui, il y a possibilité toujours à ce moment-là. Tout à fait, oui. Ouais. Et vous êtes Madame Goulet-Arbic, vous êtes nouvellement maman d'une belle petite popoune Théouti, c'est ça? Oui. De 10 jours. Oui. Et vous aviez eu envie d'aller dans une maison de naissance, mais bon, en cours de route, ça a changé un peu. Bien, en fait, j'ai appelé, mais il n'y en a pas à Laval, donc il faut appeler ailleurs, à l'extérieur, puis là, il faut se mettre sur la liste d'attente. Puis, il m'avait dit, on peut peut-être te rappeler jusqu'à 30 semaines, je pense, ce qui est arrivé. Moi, je trouvais que rendu à 30 semaines, j'étais trop avancée dans ma grossesse pour partir avec une nouvelle personne, en fait. Mais j'aurais beaucoup aimé ça, accoucher en maison de naissance. Oui. Et même là, une fois que le bébé est arrivé, vous aimeriez ça avoir un peu plus de services disponibles pour vous? Oui, effectivement, oui. J'ai une amie qui reste à Saint-Eustache, puis elle va au centre de Boisbriand, je pense. Puis ils ont beaucoup de services après la naissance, des activités à faire avec le bébé, toutes sortes de choses comme ça. Je trouvais que c'était vraiment intéressant, puis ça m'aurait beaucoup intéressée, mais il n'y a rien comme ça à Laval, vraiment. Là, j'ai cherché, j'ai regardé. Il y en a partout, il y en a à Saint-Eustache, il y en a plein à Montréal, mais il n'y a pas de centre à Laval qui offre des services ou même juste un lieu pour se rencontrer avec d'autres mamans qui ont des bébés du même âge, ce qui est assez intéressant quand même d'échanger avec des parents qui vivent la même chose au même stade. Oui, mais c'est ça. Ça m'intéresserait, mais il n'y a rien. Et j'imagine que vous n'êtes pas la seule à Laval à vouloir ce service-là, donc ça nous confirme qu'on attend avec impatience. Madame Grégoire, alors, il y a plusieurs besoins aussi que vous allez combler particuliers, que vous allez offrir. Oui, bien, on espère bien, oui.
En développement, toujours, vous travaillez fort pour ça. On est en lien beaucoup avec le CSSS de Laval pour justement raffiner notre offre de services puis être bien en complémentarité avec le réseau de la santé, puis aussi développer les mécanismes de référence. Nous, là, pour vous donner un exemple, on parlait d'accompagnement à la naissance. C'est un service qui s'est développé au Québec dans les dernières années, mais il n'y a jamais eu d'introduction très claire auprès des médecins. C'est quoi au juste une accompagnante? Qu'est-ce qu'elle fait là auprès de sa patiente à l'hôpital? Alors nous, dans nos rêves les plus fous, on imagine que les médecins vont bien comprendre ce que c'est parce qu'ils vont avoir eu des explications. Ils vont avoir un pad à prescription pour leur cliente, puis quand ils vont dire « Ah, elle, peut-être que ça lui ferait du bien, un soutien plus continu durant l'accouchement et tout ça », puis qui va lui référer une accompagnante. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben oui, c'est ça. Donc, le médecin va déterminer à ce moment que la personne a besoin d'un plus grand suivi, un plus grand encadrement. Et spécifiquement, peut-être pas pour les plusieurs grossesses, mais la première grossesse spécifiquement, on ne sait pas toujours où on s'en va. Oui, l'inconnu, c'est sûr que ça fait plus peur là, quand c'est le premier. Puis c'est aussi très normal là, d'avoir besoin d'un soutien plus continu là, quand on accouche. Là. Quand c'est le premier, le père, pour lui aussi, c'est le premier. Donc, les parents ont besoin d'être rassurés. Puis notre culture dans laquelle on baigne, là, il y a beaucoup de peur. Là, ce qu'on voit dans les médias, les accouchements, c'est toujours une histoire assez catastrophique souvent. Oui, tout à fait. Et souvent, le père dit c'est une histoire de femme, ça, là, et il remet ça sur les épaules de la femme, mais il y a une grande partie, il le fait cet enfant-là, lui aussi. Donc, vous avez dit que les pères auraient une bonne place dans votre centre, donc je pense des impliquer un peu plus. Oui, ils vont être invités à tout, là, que ce soit les cours prénataux, que ce soit avec l'accompagnante ou avec les services de sage-femme. Le père est toujours invité à participer, puis c'est une des caractéristiques de la pratique sage-femme. Là, le père est très impliqué, toujours invité, puis il sent qu'il a sa place dans le suivi. Là. Il faut. Parce que c'est plus le devenir parent de façon globale là, que seulement un suivi médical là, où on s'assure que la grossesse se déroule bien au niveau physique. C'est un événement tellement important, la grossesse. Donc, mettre un enfant au monde, c'est la plus belle chose. Hein? Je pense que vous pouvez nous le confirmer. À 10 jours de vie comme ça, tout paisiblement, il a fait de dos. Et dites-nous, il y a aussi, vous êtes à la recherche active vraiment de personnes pour s'associer avec vous. Bien, pour tout le développement, nous, on est à la recherche de membres. Les gens peuvent aller visiter notre site Internet où ils vont avoir toute l'information sur où en est le projet, les services qu'on va offrir, etc. On va être en grande recherche d'argent, de développement de partenariat avec le milieu des affaires, parce qu'on aime souvent dire ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend aussi toute une communauté pour soutenir les parents quand ils deviennent parents. Et ça fait une différence aussi de le bâtir avec la communauté. C'est ça. Puis comme on veut que nos services soient accessibles à tout le monde, c'est dans le cadre d'une entreprise d'économie sociale, donc on a aussi une mission sociale. Alors il y a des gens qui peuvent avoir moins de sous, puis ça peut être plus difficile de se payer les services. Alors notre grille de tarifs va être adaptée aux revenus des parents, puis la gratuité va être possible aussi. Mais pour ça, il faut constituer un fonds pour pouvoir assumer ces services-là. Alors, on va donc interpeller toute la communauté de Laval à nous aider à participer. Alors, on les invite d'une part à venir voir notre site Internet, communiquer avec nous, puis on pourra voir plus précisément s'ils veulent aussi s'impliquer plus directement tout à fait. Vous nous donnez le goût de participer à votre projet. Alors, on va vous souhaiter bonne chance dans toutes vos démarches. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci. Merci. Avec nous en studio du groupe Alpha Laval, M. François Brassard, coordonnateur, Mme Édith Goyer, intervenante au secteur emploi, et Mme Mylène Marcotte, membre participante. Bonjour à tous, merci de nous rencontrer aujourd'hui. Merci. Monsieur Brassard, on évalue que près de 22 de la population lavalloise âgée de 15 ans et plus demeure sans aucun certificat, diplôme ni grade. Est-il lieu de s'inquiéter? Bien, oui, il y a lieu de s'inquiéter. Premièrement, ce sont des chiffres du recensement de 2006. Deuxièmement, ça constitue peut-être juste une pointe de l'iceberg parce que au Québec, il y a 1 300 000 personnes qui ont des difficultés importantes en lecture-écriture. Et 800 000 personnes, 800 000 de ce 1 300 000-là a entre 15 et 64 ans. Donc, oui, c'est quand même des chiffres alarmants. Alarmant. Quelle est la mission du groupe Alpha Laval? La mission du groupe Alpha Laval, c'est de mettre en place des activités d'alphabétisation pour faire en sorte qu'ensemble, les personnes puissent améliorer leurs compétences en lecture, écriture et calcul, puissent renforcer leur autonomie et exercer pleinement leur citoyenneté. Et vous offrez autant des services que des activités. Que sont-ils?
Bien, premièrement, on a des services en sensibilisation. C'est justement d'aller parler à la population, aux intervenants du milieu, de leur dire que la situation est alarmante et qu'il faut s'organiser pour faire en sorte qu'on puisse enrayer l'analphabétisme. 2, on fait de la prévention à la mesure de nos moyens. 3, des ateliers, évidemment, d'alphabétisation, donc offerts dans différents quartiers à Laval, parce qu'on travaille en collaboration avec d'autres organismes du milieu, dont à Chaumédé, à Vimont et à Saint-Vincent-de-Paul, ainsi qu'à Pont-Viau. Ensuite, il y a des activités au secteur emploi. On aide des personnes à se trouver du travail, une démarche dont on parlera un peu plus tard, et évidemment des activités en participation citoyenne. Vous lancez une campagne de mobilisation très bientôt. Pouvez-vous nous parler un peu de cette campagne? Oui, bien, ça fait déjà un petit bout de temps que l'on travaille au sein de notre groupement provincial puis localement pour sensibiliser le plus de personnes possible. Mais là, cette année, c'est une vaste campagne d'appui, de mobilisation pour la défense des droits des personnes peu alphabétisées. Donc, on parle du droit à l'information, le droit à l'éducation, le droit à la citoyenneté et au travail. Cette année, on va axer particulièrement sur la défense du droit à l'éducation et à l'information. Donc, on va essayer de rejoindre le plus de partenaires possible, le plus de gens dans la communauté, et tant au niveau local qu'au niveau provincial, on va également essayer de convaincre nos élus qu'il y a encore beaucoup à faire en ce qui a trait à la défense des droits des personnes peu alphabétisées et qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, qui peuvent être faites prochainement. Parfait. Madame Goyer, bonjour. Vous êtes l'intervenante au secteur emploi. Expliquez-nous en quoi cela consiste. Bien, c'est une autre façon qu'on a d'aider au groupe Alpha Laval. En fait, c'est une entente de service qu'on a depuis maintenant 12 ans avec Emploi Québec. Donc, les gens qui participent à cette démarche-là viennent... On a 4 groupes par année. Donc, c'est en petits groupes de 7 participants par groupe. OK, c'est très axé, c'est très fermé. C'est ça. Okay. Ça. C'est important pour nous d'avoir des petits groupes pour faciliter leur apprentissage. Donc, la démarche est d'une durée de 13 semaines. Pendant cette démarche-là, les personnes viennent, entre autres, là, pour apprendre à reconnaître leurs compétences en tant que travailleurs. Aussi, pour leur permettre de reprendre confiance en eux. Confiance aussi dans leur capacité d'apprentissage. Puis tout au long des 13 semaines, bien entendu, on fait de l'aide pour la recherche d'emploi avec eux. Donc, l'objectif, en fait, c'est vraiment de leur permettre d'intégrer le marché du travail dans des domaines le plus possible qui se rapprochent de leurs intérêts. Puis pour arriver à tout ça, bien, on leur offre de l'aide pour faire leur CV. On leur offre de l'aide aussi pour faire un peu une préparation à l'entrevue d'embauche. On leur offre de l'aide pour regarder avec eux les offres d'emploi, pour les aider à lire ça, à s'habituer un petit peu aux outils informatiques, à Internet. C'est le fun parce que des fois, c'est un peu stressant, faire nos CV, se préparer pour des entrevues. C'est des moments où on n'est pas sûr. Alors, avoir de l'aide professionnelle, c'est rassurant beaucoup. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui hésiterait de rentrer en contact avec le groupe Alpha Laval? Bien, en fait, je leur dirais de venir nous rencontrer d'abord. Hein? Ça ne les engage à rien de venir nous rencontrer. On leur donne de l'information. On leur explique bien en quoi consiste la participation. Puis après ça, bien, ça sera à eux de décider. Mais souvent, c'est des gens qui sont méfiants. Hein? Donc, déjà de venir pour un premier contact dans nos locaux, de recevoir les explications. Des fois, ils ne prennent pas la décision tout de suite de participer, soit dans les ateliers d'alphabétisation ou soit dans le secteur emploi. Mais au moins, on leur dit, venez prendre un premier contact avec nous. Ils ont le temps d'y penser puis de revenir si jamais. C'est ça. Madame Marcotte, vous êtes une membre participante. Oui. Pouvez-vous nous parler de votre expérience? Moi, dans ma vie, il y a des choses qui s'est arrivées, puis ça fait que j'ai été obligée de rentrer dans les groupes d'activités, pas d'activités d'Alpha Laval? Oui. Ouais. Groupe d'alphabétisation. Oui, d'alphabétisation, parce que j'avais des problèmes personnels. Et quand je suis arrivée, ben, j'ai adoré ça tout de suite. C'est pas comme à l'école, c'est des petits groupes, puis tu te sens que tu n'es pas jugé. C'est comme une petite famille, finalement. C'est encourageant, oui. Puis c'est le fun à l'école, finalement. Oui, oui. Surtout quand les gens, ils sont tous un peu comme toi, ils ont les mêmes problèmes, donc c'est super intéressant.
Et quelle est votre implication? Moi, je m'implique sur les comités et les activités. Oui. Je me suis impliquée dans le comité des activités, qui est... c'est un endroit où on organise des activités pour l'organisme, pour les gens de l'organisme. OK. Alors, ça, c'est très intéressant pour les gens de découvrir de nouvelles choses. Oui. Et on a le comité femmes, où les femmes... C'est quoi ça? C'est un endroit où les femmes entre elles se réunissent et peuvent discuter de leur opinion, de leurs droits, de beaucoup de choses entre elles. C'est le fun, hein? 30 femmes des fois. Oui, je suis d'accord. J'aimerais même ajouter que Mme Marcotte a été dernièrement élue au conseil d'administration parce qu'au groupe Alpha Laval, l'aspect démocratique dans le groupe est important. Donc, il y a 2 sièges de réservés au conseil d'administration pour les membres participants. Mme Marcotte, justement, a été élue au conseil d'administration dernièrement. Donc, va participer au conseil activement lors des 2 prochaines années. Donc, c'est aussi un autre lieu de participation au groupe Alpha Laval. Et c'est encourageant. Oui. Et grâce à votre organisme, des centaines de gens sont aidés, encouragés. Mais au-delà de ça, vous informez la population. Quelle importance accordez-vous à ce rôle d'informateur? Bien, je pense qu'il est capital dans la mesure où, malgré le fait que les gouvernements ont les mêmes chiffres que nous, à l'effet qu'effectivement, 1 300 000 personnes ont des difficultés importantes à lecture-écriture. Au Québec, ça représente un adulte sur 5. À Laval, c'est une personne sur 6. Oui, aussi. Oui. Des personnes qui sont susceptibles de vivre la problématique de l'analphabétisme, c'est-à-dire qui ont des difficultés importantes à bien traiter l'information. À Laval, les chiffres nous donnent plus ou moins 60 000 personnes qui pourraient rencontrer ces difficultés-là. Fait que malgré le fait que tout ça soit connu, qu'il y ait eu des enquêtes internationales, que l'Institut de la statistique du Québec corrobore ces chiffres-là, malgré tout, les actions sont timides au niveau du gouvernement, puis il ne semble pas y avoir de priorité au niveau gouvernemental pour donner les argents et les ressources dans les milieux pour justement aider ces personnes-là qui ont de la difficulté à lire et écrire. Donc, le rôle d'informateur est important, le rôle de tout le monde dans l'organisme est important. Tant ceux et celles qui agissent à titre de formateur ou de formatrice en alpha que les autres intervenants de l'organisme pour justement, à l'aide des participants également, par le bouche-à-oreille, de faire connaître la mission de l'organisme, de dire qu'il y a une ressource dans le milieu pour aider ces personnes-là, pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent cogner à la porte. Vous le disiez tantôt, Mme Goyer disait que, effectivement, des fois, c'est pas toujours évident pour des personnes de venir, de téléphoner ou de prendre contact avec nous. Des fois, ça va prendre quelques mois, voire quelques années. Et on sait que c'est un pas qui est difficile à faire, mais généralement, pour ceux et celles qui sont venus au groupe Alpha Laval ou dans d'autres organismes, d'autres groupes populaires en alphabétisation, lorsqu'ils viennent et qu'ils font leur premier pas dans l'organisme dans le cadre des ateliers ou des activités, généralement, ils le voient comme un cadeau qu'ils se font à eux-mêmes et ils sont encouragés à continuer. Donc, c'est pour ça ce qu'on leur dit, c'est ayez le cran, le courage de téléphoner, de venir cogner à notre porte. Soyez assurés, vous allez être bien reçus. Puis finalement, sont encouragés et ils voient le changement. Oui. C'est ça qui est... C'est d'abord reprendre confiance en soi, reprendre confiance en sa capacité d'apprentissage, savoir qu'on n'est pas seul. Et ça, ce sont même les participants et les participantes qui nous le disent à différents moments dans la vie de l'organisme que ce qui comptait le plus pour eux, c'est de finalement prendre conscience qu'ils n'étaient pas seuls. Et à partir de ce moment-là, ça leur donnait le courage, la motivation de continuer. De continuer. Ouais. Et pour obtenir plus d'informations, avez-vous un site Internet ou... Groupalphalaval.com, tout simplement. Et oui, c'est ça. Et le numéro de téléphone 450-669-3232 pour ce qui est de l'alphabétisation et la sensibilisation. Pour ce qui est de l'employabilité, c'est le 450-669-6109. Donc, on est... Disponible, accueillant et accessible, puisqu'on est situé angle Concorde et de Laurentides à Laval. Donc, l'ensemble, la majorité des trajets d'autobus se passent devant chez nous, à 1 kilomètre du métro. Parfait. Et Mme Goyer, avez-vous quelque chose d'autre à rajouter pour vous parler un peu du secteur emploi?
Ce que je peux vous dire, c'est que souvent, les gens qui viennent chez nous dans le secteur emploi, c'est des gens qui ont travaillé quand même plusieurs années. C'est des gens qui ont été stables en emploi, souvent qui ont travaillé dans le domaine manufacturier. Puis malheureusement, bien, le domaine manufacturier, il y a beaucoup moins d'emplois maintenant. Donc, ils se retrouvent face à de la recherche d'emploi qui n'ont jamais eu à faire vraiment, parce qu'il y a 20 ans, on ne devait pas faire vraiment de la recherche d'emploi comme aujourd'hui, avec un CV, avec toute la technologie qu'on rencontre maintenant pour faire notre recherche d'emploi. Donc, c'est vraiment ça auquel ils ont à faire face. Puis souvent, ils ont à se réorienter, parce que le domaine manufacturier, comme je vous disais, là, il y a un peu moins d'emplois. Donc, il y a une prise de conscience, de la connaissance de soi à faire. Puis aussi, c'est des gens que souvent, ils ont appris à avoir une affirmation négative d'eux-mêmes, à dire ce qu'ils n'avaient pas, à dire qu'ils n'ont pas de diplôme, à dire qu'ils ne sont pas capables de faire telle chose. Donc, il faut vraiment leur redonner justement ces moyens-là de décrire qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, puis de leur faire réaliser pendant la démarche qu'est-ce qu'ils ont acquis pendant toutes ces années-là qu'ils ont travaillé. Même s'ils ont travaillé seulement dans le domaine manufacturier, à faire de l'étiquetage ou à faire... On leur fait voir quand même les compétences que ça leur a fait développer de façon... de la dextérité manuelle, toutes ces choses-là. C'est souvent des terminologies qui n'ont pas l'habitude d'employer pour se décrire. Comme donc, quoi? Comme ça, de la dextérité manuelle, de la confiance en eux, le sens des responsabilités. Donner un exemple, quand on parle de sens de responsabilité, quand on t'a laissé la responsabilité d'ouvrir le commerce ou la manufacture, puis qu'on t'avait remis des clés, c'est parce que ça décrit... Donc, c'est de cette façon-là, concrètement, qu'on les aide. Bien, parfait. Et c'est la façon à faire. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission et bon succès. Merci. 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 Thank you.